Je pense aussi que tout l'intérêt de l'agilité et finalement de la méthode product, c'est que rester dans un mode, ça va nous permettre aussi d'aller prendre aussi toute cette matière première et qu'on va pouvoir aussi très rapidement analyser des choses. Et ça, c'est le côté positif. Enfin, tu vois, on en parlait côté product. Venir implémenter du coup de l'IA sur les analyses, sur de la recherche ou des choses comme ça va être un amplificateur fou pour nous. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode de Product Leader Stories où j'ai le plaisir d'accueillir Aurore. Aurore, merci d'avoir accepté mon invitation. Et là, on connaît le principe. La première question est assez classique chez nous. On te demande de te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es et pourquoi tu es là. Alors moi, je suis Aurore Bergman, donc je suis directrice produit à la Croix chez Bayard. Et en fait, moi, à la base, je viens du monde de la médiation culturelle, plutôt orientée d'ailleurs, œuvre d'art visuelle. Je suis très attirée par les arts graphiques de manière générale, par la photographie. Et je me suis spécialisée assez tôt dans la médiation sur support numérique, ce qui était à l'époque assez émergent. Aujourd'hui, beaucoup moins, ça c'est clair. Et donc j'ai commencé en agence pour des structures, des belles institutions culturelles françaises, donc à Paris. Et moi, je travaillais en tant que chef de projet et en tant que designer d'interface, du coup, pour ces structures-là. Et en fait, on faisait du produit sans vraiment le nommer en fait. Et donc voilà. Mais j'ai commencé là comme ça. Donc je suis arrivée au product par le design et puis j'ai bifurqué assez vite dans les médias. J'ai été embauchée par Radio France et plus spécifiquement pour France Inter. Et c'est chez France Inter que j'ai appris du coup le métier de product. J'ai appris sur le terrain. J'ai été entourée par des super professionnels et des gens notamment comme vous, donc des vrais product leaders et qui sont venus travailler avec nous, donc en régie, auprès de nous. On avait des coachs agiles, on avait des coachs donc en product management. Et en fait, ça a été 4 années assez intenses, mais extrêmement structurantes par la suite pour moi. Et donc, après cette expérience Radio France, moi, je suis partie dans la presse pour faire mes armes du coup sur un autre business model que je trouvais assez intéressant aussi et assez complémentaire de ce que j'avais connu chez Radio France, qui était dans un modèle de croissance et d'audience et d'écoute. Et là, il y avait du business en plus, qui était, je trouvais, assez intéressant. Et donc, je me suis orientée vers des fonctions plus managériales aussi, où là, pour le coup, j'avais toujours cette notion de vision produit et de vision stratégique, mais j'avais surtout aussi à faire grandir des talents et à faire bouger des structures dans lesquelles j'allais. Voilà. Question qui n'était pas prévue, mais je te la pose parce que ce serait intéressant d'avoir ton retour. Quand on vient du monde du design et on se met à faire du produit, comme tu as fait, qu'est-ce que tu en as tiré en fait? Dans quoi ça peut être un avantage? Parce que c'est souvent des zones très proches, mine de rien. Et peut-être quelles sont les limites aussi où tu t'es dit là, il faut absolument que je monte en compétences parce que c'est pas mon école à la base. Je pense qu'un des points fondamentaux quand tu viens du design, c'est que quelque part, tu as une sensibilité sur ce que tu vas produire et quelle est la charge cognitive qu'a ton lecteur quand tu designs et quand tu penses des features. Donc ça, c'est, je pense, un des grands avantages quand tu viens du design. Par contre, quand tu viens du design et que du coup, tu n'as pas cette culture produit, il faut que tu ailles chercher du coup toute cette dimension data qui fait partie de la discovery, mais sur laquelle tu vas du coup aller t'appuyer. Et donc, ce sont des modèles
des modèles qu'il faut aller tout simplement glaner, sur lesquels il faut s'acculturer. Et j'irai même plus loin. Après la data, il y a l'impact. Et ça, c'est pas forcément l'impact chiffré. C'est pas quelque chose que tu as naturellement quand tu viens du design. Parce que du coup, tu te fondes beaucoup plus sur un historique, tu vois, de conventions ou même de lectures scientifiques, donc qui sont les sciences cognitives, sur lesquelles tu vas te référer. Et ça crée pas la même démarche. Voilà. Mais pour le coup, quand tu as les deux, c'est top. Super intéressant, parce que je pense que c'est quelque chose dont beaucoup de monde en parlent, réfléchissent, parce que c'est vraiment un gros sujet. Tu as beaucoup de gens qui sont passés du design au produit ou qui pensent le faire, donc d'où cette question. Très clair. Peut-être pour rentrer un petit peu plus aussi dans le vif du sujet, la croix, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu parce que bon, il y a ce qui est connu du commun des mortels, mais on connaît souvent qu'une partie limitée d'une organisation. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la croix et faire un zoom du coup sur les équipes produits et peut-être plus tech au sens large, un peu combien vous êtes, comment vous êtes organisé, etc. Alors déjà la croix, je pense que c'est intéressant de se le resituer, c'est que c'est un journal d'actualité généraliste qui a sa propre singularité, qui est donc cet héritage et cette vision chrétienne, qui est tout à fait assumée, mais dont la ligne éditoriale s'adresse vraiment à tous, et donc sans aucune volonté particulière de t'emmener à tel ou tel endroit pour des questions religieuses. Donc, bien au contraire, on s'adresse vraiment à tous les publics, que ce soit des croyants ou des non-croyants. Et ça, c'est une des particularités de la Croix. Et donc, ça se traduit dans sa ligne éditoriale par une vision très humaniste, très nuancée, une volonté réellement d'éclairer chacun individuellement sur ce qu'est le monde, sur un quotidien et un futur qui se veut bienveillant et positivisme, non? Ouais, côté positif, mais pas naïf, vraiment pas. Ça, c'est hyper important. C'est un journal qui est très exigeant dans sa façon de présenter les choses. Mais du coup, le positionnement, c'est un peu peut-être à contre-courant d'un positionnement très breaking news, un peu effectivement parfois stressant. On est très dans la pédagogie, on est très dans la connaissance du monde, et c'est un journal qui invite chacun à se questionner sur lui-même et à se questionner aussi sur tous les points de vue sur un sujet, tu vois. Donc ça, c'est... Voilà, moi, je trouve que c'est un des beaux aspects de ce journal. Chouette. Et du coup, pour l'orchestrer, aujourd'hui, comment vous êtes organisé, combien vous êtes, quel type de produit peut-être aussi, si on parle un peu de numérique Non, vous soutenez, déjà, on est tous tournés vers la rédaction. Voilà, ça c'est un des premiers points. Donc il y a 3 équipes, 2 sous la houlette du marketing, donc c'est le marketing qu'on appelle dit éditeur chez nous, et client de l'autre, enfin donc tout ce qui est abonnement, et puis l'équipe du produit autour. Et donc pour ne parler que de la partie plus product, nous on est environ, avec les développeurs, une petite équipe une dizaine, quinzaine, ça évolue. On est entre 10 et 15 personnes, du développement au design et en passant par le product management. Et on est organisé autour donc, du coup, de trois aspects. C'est donc l'application, le site et les newsletters. Voilà. Donc nous, on travaille sur ces 3 devices, ces 3 aspects. Mais on traite tous les sujets, ce qu'on disait tout à l'heure, de l'audience, en passant par l'engagement et la transfo, donc l'abonnement. Voilà. Trop chouette, et on va en parler. Mais justement, est-ce que ces 3 produits, c'est pour faire de la diversité à la fois de devices et de canaux, où il y a vraiment des partis pris fonctionnels très différents entre, par exemple, le site et l'app? Est-ce que je vais retrouver le même contenu, les mêmes features, ou justement, il y a des partis pris assez forts là-dessus? On a un produit qui est assez récent actuellement, c'est-à-dire qu'on a refondu le site web il y a maintenant 1 an, l'application qui vient de sortir, les newsletters qui sont sortis en même temps quasiment il y a 6 mois à peine. Donc on est très neuf sur tous ces aspects-là. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, je dirais pas qu'on a nivelé sur du commun, bien au contraire. On a en revanche fait un choix graphique qui était d'avoir une expérience utilisateur qui était 360, donc du journal jusqu'à l'application, en passant pour les newsletters. Bon,
c'est sur des repères très graphiques. Hein, donc, c'est pour qu'on soit dans une identité de marque et une expérience globale hyper importante. Par contre, en effet, on va orienter les choses de manière à ce que le site web, et parce que les datas nous donnent cette impulsion aussi là, c'est que le site web est notre vitrine, notre positionnement. Donc, c'est vraiment notre device de découverte. Ouais. Donc là, on va être très prolifique, très large, et en même temps, on va montrer notre positionnement sur cette plateforme. C'est le vaisseau amiral. Exactement. Et puis après, on a l'application où là, du coup, l'idée, c'est d'aller évidemment faire de ce site web un bassin de recrutement pour aller migrer vers les applications, enfin vers l'application, les applications sur les deux plateformes. Et du coup, là, on vient chercher nos engagés et nos abonnés. Et l'idée, c'est de les faire migrer sur cette plateforme pour, d'une part, faire de la transfo et en même temps, les fidéliser. Là, on a vraiment une application qui est vraiment là pour faire revenir les gens. Oui. Et qui n'est pas là pour faire de l'identité de marque, où on va vraiment aller vers des choses plus spécifiques, où là, on va aller dans la personnalisation, on va aller voilà, c'est différenciant, tout en étant en même temps le fil conducteur de notre ligne éditoriale, qui est toujours la même. Enfin, on ne va pas trouver deux produits totalement différents. Par contre, pour le user, ce n'est pas la même chose. Ouais, du coup, dans votre stratégie / positionnement, le site web, c'est plutôt, si on reprend le Harfunnel, une notion d'acquisition et de découverte, comme tu le dis. Alors que tu es un peu plus loin avec les applicatifs mobiles, sur la rétention. C'est l'espace client presque. C'est presque l'espace client. Donc, c'est pas encore totalement visible aujourd'hui parce que voilà, on a vraiment refondu beaucoup de choses, mais c'est clairement l'objectif qui est derrière, quoi. Ok, non, super clair. On en parlait tous les deux en off avant. On partageait le point que être by the book dans la démarche et le méthodo-produit, c'est pas forcément la voie à suivre et ça pousse certaines limites et je partage ce point et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord là-dessus. Du coup, ma question, c'est est-ce que dans la démarche produit, voilà, vous faites du produit depuis un certain temps, on sent qu'il y a eu des évolutions, des migrations, des refontes. Est-ce que il y a des spécificités dans l'application du mode produit, peut-être liées à vos produits ou à votre domaine, si oui, lesquelles, peut-être aussi dans les différentes maisons que tu as faites. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur vos pratiques ? Je pense que, déjà, pour répondre de manière assez large sur la question, ce qui est intéressant, c'est de voir d'où on part, d'où part chaque entreprise dans laquelle on va. Le niveau de maturité initial. La maturité, la culture même des personnes avec qui on va travailler sur le product, ça c'est très clair. Et donc à partir de là, nous chez Lacroix, moi je suis arrivée il y a 4 ans chez Lacroix, j'ai hérité d'une équipe qui était ultra engagée, c'était même pas un sujet, c'était des gens passionnés et qui avaient très envie, mais vraiment très envie de faire, mais qui étaient très loin aussi de la culture produit. Donc ça a été un vrai constat déjà pour moi, c'est que je me suis dit, il y a quand même beaucoup de choses à transformer. Et du coup, il y a vraiment un paradigme qu'il a fallu aller chercher, c'est faire vraiment un changement de mentalité. C'est-à-dire qu'on n'était plus, fallait plus que ce soit une équipe qui produise du code ou qui produise des features, mais que ce soit une équipe qui fasse de l'impact. Et rien que ça change totalement la posture. Et ça, on l'a clairement... moi, je l'ai clairement mis en place chez Lacroix. C'est que rien que même sur l'équipe en tant que telle, l'équipe de dev que je chapeautais, je leur ai demandé de mettre des KPI de performance dans leur sprint, évidemment. Et donc, on a mis des métriques très précises pour que derrière, ils puissent ils puissent objectiver ce qu'ils faisaient, ce qu'ils produisaient. Et donc, clairement, c'est hyper intéressant parce que, en soi, ça provoque pas grand-chose, à part dire on a été bon, on n'a pas été bon, ou pas assez bon. Et c'est pas tellement pour mettre une lumière sur on est mauvais au sens, c'est pas tellement ça, c'est vraiment pour que les équipes puissent se questionner et progresser, exactement, et amener une culture aussi de l'évolution progressive et surtout de se dire, voilà, quelles sont les hypothèses qu'on peut mettre en place pour s'améliorer. On les teste. On ne met pas tout d'un coup. De toute façon, on ne pense pas à tout d'un coup, puisque c'est évidemment en itération qu'on arrive à aller plus loin dans chaque réflexion. Mais du coup, on a pu remonter tout le fil et mettre en place des sprint planning mieux calibrés,
mettre en place des user stories, mettre en place des épiques, mettre en place des definition of done, of door. En fait, la base finalement du process, mais je pense que le fait qu'eux-mêmes se sont posé la question par eux-mêmes, ça permet aussi, en fait, exactement, et de se dire, c'est pas vain ce qu'on fait. Et en plus, ils envoyaient à chaque fois, toutes les 2 semaines, une évolution et ça leur montrait que ça marchait. Donc ça, c'était un des points, je trouve, assez importants avec cette équipe. Et donc, on a vraiment travaillé sur le delivery, sur la performance du delivery. Moi, j'estimais que si on n'arrivait pas à bien travailler, c'est la première brique. En fait, ça ne servait à rien de remonter plus loin, ni plus haut dans le discovery. Donc, c'est vrai que ça a été la première chose la plus importante. Et moi, mon rôle, très clairement, ça a été de leur montrer et de donner du sens à ce qu'ils faisaient. Et ça peut se traduire par plein de manières, et on verra après qu'effectivement, quand on remonte la chaîne de production, il y a plein de moments où on peut donner du sens, mais déjà dans leur quotidien, c'était un des points fondamentaux de leur donner du sens dans ce qu'ils faisaient. Et du coup, après, évidemment, on leur donnait du sens aussi dans les features qu'ils développaient, mais déjà, leur dire, quand tu calcules ton sprint et que tu calcules la vélocité, ça te permet d'avoir une vision aussi sur ce que tu vas pouvoir embarquer, sur ce que tu vas pouvoir du coup délivrer. Et derrière, c'est toute une chaîne de valeur pour eux qui est ultra importante, quoi. Ça a permis aussi d'embarquer les PO dans le quotidien, de leur montrer leur rôle aussi par rapport aux devs, qu'ils avaient autant de responsabilités dans le delivery que les développeurs. C'est pas qu'un développeur qui fait que ça fonctionne ou que ça marche pas. C'est vraiment une équipe qui du coup s'autogère. Et ça a été, je pense, un des premiers points de l'organisation de cette équipe. Et puis après, on est remonté. On a mis du discovery, quoi. Donc là, ça a été un autre sujet où on a vraiment fait venir du product management, du vrai. C'est une équipe qui n'était pas encore dans cet esprit-là. Donc là, on a mis en place des recherches, de la recherche du coup de data. Donc on est allé chercher les données. C'est évident que du coup, entre-temps, on a été jusqu'à traquer toutes les features. Ça, c'est clair que c'était la base aussi. Mais voilà, si on ne mettait pas en place tout ça dans les definition of ready et dans les definition of done, ça n'existe pas. En fait, on ne pouvait pas aller derrière faire du feedback sur la donnée. Donc, on a mis en place, du coup, avec les PM, l'APM pour le coup, tout un process de travail aussi avec, du coup, les utilisateurs. Donc, on est allé les chercher. On est allé constituer une communauté d'utilisateurs. Sont clients et prospects qui sont principalement aujourd'hui nos lecteurs abonnés. Sur le corpus, ce sont principalement eux. Par contre, on ne s'interdit pas d'aller en chercher d'autres et plutôt du prospect, ou par moment, pas forcément que des prospects, des lecteurs qui ne sont pas forcément abonnés. Ah, oui, ok. Donc, des lecteurs passifs. Exactement. Et là, en fonction des problématiques qu'on a, on fait du recrutement du coup d'utilisateurs pour aller chercher toute cette donnée comportementale qu'on ne trouve pas forcément dans la donnée brute ou dans la donnée quantitative, mais qui du coup vient éclairer ce que la donnée nous indique comme comportement. C'est-à-dire que la donnée donne une vision sur ce que font les gens et les entretiens utilisateurs donnent une information sur pourquoi ils le font. Et ça change complètement du coup la façon dont on peut voir les choses et surtout objectiver les choses. Et justement, par rapport à ça, est-ce que aussi en termes d'enrichissement, vous regardez d'autres médias, de votre industrie ou d'autres industries, à l'étranger, à l'international On s'inspire de beaucoup de choses. On s'inspire évidemment des autres grands quotidiens dans la presse française, ça c'est clair. On s'inspire aussi de quotidiens internationaux, beaucoup américains, c'est vrai. On aime beaucoup le Washington Post, on aime beaucoup le New York Times, on ne va pas se le cacher. Ce sont des références, j'ai l'impression. Ce sont des références pour beaucoup d'entre nous, je pense, mais parce qu'ils sont allés aussi beaucoup plus loin et surtout ils ont beaucoup de moyens, donc du coup, c'est ça aussi. Ça aide un peu, voilà. Après, ils n'ont pas les mêmes business models que nous, complètement, donc du coup, tout n'est pas non plus applicable, c'est pas le sujet, mais effectivement, on aime bien en tout cas aller chercher des informations. Et moi, j'aime bien être un peu plus out of the box par moment. Donc regarder d'autres. D'aller chercher beaucoup. Je regarde beaucoup les pure players aussi, que je trouve très intéressant, surtout pour nous, où on a finalement des business models qui sont
assez similaires. C'est-à-dire que quand tu regardes du Netflix ou Deezer ou Spotify, finalement, c'est du freemium aussi. Et donc, c'est assez intéressant de voir quelles ont été leurs politiques et donc ce qu'ils en font. Et puis, moi, j'aime bien regarder quand même aussi ce qui se fait à la radio. Enfin, j'en viens, donc c'est peut-être plus facile pour moi, mais je vois des ponts entre les comportements des utilisateurs, comment est-ce qu'on décharge, comment on fait de l'engagement en déchargeant tout le système cognitif, aussi de l'utilisateur. Il y a plein de choses. De plus en plus, le voice, pitch, to text et inversement. Ouais, même si effectivement la démarche n'est pas la même, c'est-à-dire que effectivement. Et l'usage n'est pas le même. Et l'usage n'est pas le même, mais par contre, il y a une chose qui est réelle et qui est très similaire, c'est le côté délinéarisé. En fait, l'antenne, comme le journal, c'est linéarisé. Finalement, c'est pas le même médium, mais c'est linéarisé. Et tout le web délinéarise ça. Et c'est comment est-ce que dans le web, tu vas réussir à créer justement des repères et donc une décharge cognitive pour créer de l'engagement. Ou de la feed, mais du coup de l'engagement. Et ça, je trouve que c'est un point qu'on a beaucoup en commun entre la presse et la radio, ou surtout la radio. Et donc moi, j'aime bien du coup aller voir ce qu'ils font, comment ils évoluent. Voilà. Super intéressant. Tu m'expliquais la notion d'impact tout à l'heure, la montée vers l'impact des équipes, et je sais que c'est un sujet d'évolution qui a été cher pour vous et qui est très cœur d'une démarche produit de toute façon. J'avais 2 questions pour toi sous-jacentes. La première, c'est est-ce que, parce que c'est un domaine pas facile, est-ce que tu arrives à impliquer et à valoriser, tu disais, il y a les équipes techniques, mais il y a aussi les équipes design, etc., autres que les products. Déjà sur les phases amont de discovery, est-ce que vous arrivez à les impliquer, à mesurer tout ça, etc. Et pareil, est-ce que vous allez jusqu'à mesurer l'impact d'une dette technique, par exemple, ou d'un bug, tout ce qui ne se voit pas parfois, ou qui est hors build, parce que ça, c'est pas facile aussi. C'est ce qu'on valorise le run, jusqu'à quel point, parce que le run, ça apporte pas de valeur, mais en même temps, si tu le fais pas, c'est souvent ce qui va créer du legacy, tout ce qui est gestion de problèmes techniques, de bugs, tu vois, ou de maintien en conditions opérationnelles. Alors, il y a eu plein de questions, j'ai l'impression, dans ta question. Non, c'est pas grave, c'est que du coup, je vais essayer de... Alors, dans la notion d'impact, pour moi, ce qui est fondamental dans la question de l'impact, c'est le feedback. C'est cette question de retour. Donc, elle est partout. Hein. Bien sûr. En fait, c'est l'essence même du produit, on est d'accord. C'est l'échange et l'évolution. C'est exactement, itérative. Donc ça, tu peux l'appliquer au plus petit atome jusqu'à la plus grande dimension de ton organisation et ton product. Donc l'impact, nous, on a structuré beaucoup notre roadmap autour de 3 grands axes de valeur. Donc l'audience, l'engagement et le revenu. Et ce qui est très particulier chez nous dans le revenu, c'est qu'on a aussi bien de la publicité, de la philanthropie et de l'abonnement. Donc nous, c'est notre cœur évidemment, notre business cœur, c'est l'abonnement. Mais on a autant, dans la marge, on a autant d'apport de pub que de philanthropie. Okay. Ce qui est assez, pour le coup, ce qui est assez propre à la Croix. Je sais qu'il y a d'autres médias là, qui commencent à monter sur la philanthropie, mais nous, ça fait quand même pas mal d'années qu'on en fait. Et c'est devenu, de manière assez significative, un levier de revenus. Et qui, du coup, est pas un levier d'engagement presque aussi, non? Ah, c'est même au-delà. Ouais. Nous, nos vrais donateurs, ce sont nos abonnés. Ouais, donc, quelque part, en fait, c'est plus que de la fidélisation. C'est même un engagement au sens... Tu as raison, il y a de l'engagement, mais c'est vraiment se dire... L'engagement le plus poussé qui soit. Ouais, parce que c'est des gens qui se disent on a envie que ce journal perdure. En fait, c'est une extension d'eux-mêmes, tu vois. C'est du soutien. Ils ont envie que les valeurs de la Croix... puissent bénéficier à tous. Pérennise. Exactement. Donc ça, pour le coup, c'est un engagement très fort de la part de nos abonnés, effectivement. Tu peux les récupérer dans ton pool de testeurs après. En général, ils y sont d'ailleurs. Et puis après, donc tu me parlais du run et donc de l'impact. Donc évidemment qu'on analyse chaque feature qui sort et donc ça c'est voilà. On se disait, je te disais qu'on avait structuré autour de 3 axes. Et donc, chaque axe a ses propres OKR, bien sûr, qui sont du coup derrière déclinés en features.
Et donc, nous, notre objectif, c'est du coup de délivrer chaque feature ou chaque stratégie liée à un OKR. Et je réponds après à ton run, mais à ce moment-là, si tu veux, ce qu'on cherche à faire, nous, impérativement, c'est à délivrer le dénominateur le plus petit. C'est-à-dire qu'en fait, derrière cette volonté-là, c'est qu'on veut vérifier, c'est-à-dire que chaque feature qui sort, ça doit être un apprentissage. Si la feature... un générateur de valeur fort. Un générateur de valeur. Et tu complexifies ton produit, toi qui parlais de charge cognitive. Ouais, non, le but, c'est d'être tout le temps... Lean, presque. Enfin, exactement. Simple et efficace. Exactement. Mais derrière ça, il y a cette volonté, je pense, à chaque fois aussi, c'est que c'est valeureux pour la valeur, justement, envers l'utilisateur et ou ton abonnement ou ce que tu veux, enfin, à ce que ça va remonter. Mais c'est aussi valeureux par rapport à ce que tu vas en apprendre. Et ça veut dire aussi derrière ça, c'est que tu maîtrises ton ROI sur ta production. Il n'y a rien qui sorte sans que ça apporte quelque chose. Et si jamais on se plante, ce qui finalement arrive assez rarement, puisque comme on fait des livraisons toutes les 2 semaines, c'est donc finalement pas énorme en termes de dev. Et si jamais on se dit, finalement, la feature qu'on a développée, elle ne va pas exactement là où on veut, ça nous permet de réajuster. Et de réajuster très très vite. Bon, c'est la base de l'agilité, hein. Enfin, j'invente rien en disant ça, mais quand tu l'appliques, ça te permet de maîtriser tes coûts de production. Et dans un média comme La Croix, mine de rien, ça compte beaucoup. Je te dirais peut-être pas la même chose quand on est chez d'autres qui ont des moyens plus importants, mais nous, ça compte. Et donc ça, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est l'impact qu'on peut mesurer. Et ça va compter de plus en plus. Je pense. Pour le run, c'est donc sur le côté bug ou debug. Voilà, je suis pas sûre pour le coup que ce soit un aspect qu'on mesure tant que ça. Par contre, dans la structure des sprints, on réserve systématiquement une partie à la dette technique pour ne pas embarquer trop de dette technique et pour pouvoir maintenir au maximum, au maximum et avoir une pérennité dans notre product. Et je pense qu'il y a un autre aspect aussi là-dessus, c'est que moi, en tout cas, c'est très clair au product, je ne demande jamais d'aller plus vite que la musique. C'est-à-dire que je demande à ce que ce qui sort doit être quali aussi bien techniquement parlant, qu'on ne fasse pas d'impasse sur de raccourcis. Exactement. Alors, si on en fait parfois, c'est en conscience. C'est en conscience. Mais il y a forcément un moment donné où ça va être prévu dans le rattrapage et parce qu'on prévoit justement dans nos sprints de la résolution de dette technique. Et ça, c'est un point, du coup, c'est aussi vrai pour la qualité, mais toutes sortes de qualités. Du coup, on embarque aussi des process de qualité dedans. C'est aussi vrai pour d'autres aspects comme le tracking qui doit toujours être implémenté à chaque fois dans nos features. Il n'y a jamais aucune feature qui sort sans son tracking. Ça, c'est très clair. Voilà. Super clair. J'ai une dernière question pour toi là-dessus, qui est presque la question ultime. C'est est-ce que vous arrivez dans cette... Parce que ça, c'est vraiment un changement culturel et de manière de travailler, de cibler les sujets qui est vraiment... très forte. Hein. Est-ce que vous arrivez à embarquer les parties prenantes, les métiers, etc., qui est souvent aussi une difficulté parce que en dehors de l'équipe produit, il faut favoriser l'alignement. Tout à fait. Nous, c'est vraiment un des fondamentaux. Enfin, ça fait partie de notre façon de travailler, c'est que on a plusieurs étapes. On a l'étape très discovery, très en amont, où là, pour le coup, on fait des ateliers de co-conception. Donc là, on va aller chercher la rédaction, on va aller chercher... souvent d'ailleurs il y a du marketing avec nous bien sûr parce qu'ils sont vraiment très loin quand même. On va chercher par moment des experts en SEO parce qu'on en a besoin pour plein de raisons. Sur votre métier c'est particulièrement important. Exactement. Et on va chercher aussi, alors ça dépend pas toujours, ça dépend des phases, mais souvent on va quand même chercher les développeurs aussi parce qu'on trouve qu'en fait quand toutes les parties prenantes sont autour de la table, ça permet d'une rassurer parce qu'on sait qu'on aura balayé tous les aspects qui existent autour du produit. Alors, même si c'est sur un cas très précis, mais au moins dans cette démarche-là, on sait que tout le monde était autour de la table et a pu partager les contraintes. Et en plus, ça permet de gagner du temps derrière parce qu'on ne revient pas sur de la conception quand on a été du coup pitché la feature, puisque derrière, en fait, les devs étaient là. Donc, ils ont pu déjà mettre eux-mêmes leurs propres contraintes dans la conception. Donc je pense que ces ateliers de co-construction qui sont en fait une manière aussi d'aller chercher de l'intelligence collective, enfin c'est très clair,
elle est valeureuse à 2 niveaux, c'est qu'elle te permet de rassurer aussi les dirigeants, donc ceux qui sont côté direction, parce que du coup, ils savent que leurs opérationnels ont été impliqués dans la réflexion. Et à côté de ça, ça permet aussi de ne pas faire des boucles infernales de refacto, du design ou même de la spec, tout simplement. Donc ça, c'est un point qu'on utilise beaucoup. Et ensuite, on l'utilise à nouveau alors, au niveau organisation, juste avec les devs, c'est qu'on pitch tout ce qu'on fait. Et si jamais c'est pas sec, du coup, ça part pas non plus dans les sprints. Donc ça, c'est une autre manière, voilà. Et ensuite, on cherche aussi systématiquement à faire le feedback auprès de toutes les parties prenantes de l'impact que ça a généré une fois que c'est parti en prod. Moi, tous les mois, je fais un reporting de tout ce qui est sorti, peut-être 6 mois avant par moment, en fonction de ce que j'observe et des choses qui sont... En fait, je mets en place, du coup, le reporting des insights. Ouais, et du coup, ça, je le diffuse à toutes les parties prenantes. Moi-même, je fais partie du comité de direction donc du CODIR, où là aussi, j'ai mon rôle et du coup, j'informe à toutes les parties prenantes, que ce soit en côté direction, mais on a la même démarche auprès des équipes opérationnelles, où du coup, quand on pitch notre feature, on donne les grands KPI que ça va aller tracter. Et on leur refait régulièrement aussi des retours. Voilà, ça, ce que vous avez développé il y a 3 mois, sachez que ça rapporte tant si c'est du chiffre d'affaires, ou tant... exactement. Et ça, c'est du coup vraiment à plein de niveaux dans la chaîne de production et dans le temps. Excellent. Peut-être une dernière question assez importante pour toi. Les médias, c'est un domaine qui a quand même été pas mal perturbé, disrupté par le numérique, en tout cas, qui est venu. Comment tu vois l'avenir dans le domaine et quels sont peut-être les signaux faibles que tu vois émerger sur lesquels vous avez envie de vous orienter, j'imagine par l'usage ou par la technologie ou je ne sais quoi. Ça, c'est ma première question. Et à rebond, est-ce que pour les praticiens du produit, tu vois aussi des évolutions, des anticipations à faire dans la pratique du produit ? Effectivement, il y a eu une course à l'audience pendant des années. Je sais que Quentin en a beaucoup parlé. Il parlait d'alignement des planètes. Oui, c'est une manière effectivement de voir les choses. C'est vrai que là, on est en train de changer vraiment de paradigme. Donc, on n'est plus dans une course à l'audience. Enfin, en tout cas, on ne pourra plus l'être parce qu'effectivement, il va y avoir, avec l'intelligence artificielle et donc dans les moteurs de recherche, un changement effectivement d'accès à l'information. Je dirais que nous, dans les médias, on va vraiment être dans une recherche de l'attention, plus que de l'audience. Et donc, pour moi, c'est clairement la relation à l'utilisateur et donc au lecteur pour nous, qui va être un des game changers. Enfin, il va falloir qu'on aille vraiment là-dessus. Et là, pour moi, c'est là où je reboucle avec le design, c'est que je pense que le design va vraiment, pour le coup, être un booster là-dedans, donc un accélérateur. Là où il peut être perçu, je dis bien peut, être perçu comme un coût. Ouais. Pour moi, il va être un accélérateur pour aller chercher ce type de relation. C'est-à-dire que derrière le design, on a vraiment une notion de finesse. On va aller chercher des valeurs, une extension dans le produit, une extension de valeur. Et donc une extension, on va traduire ces points-là dans l'ergonomie, par le serviciel, par l'esthétique même de ce qu'on développe. Et donc on va clairement avec le design toucher la relation même avec ton lecteur. Et je pense sincèrement que le design permet de faire vivre ton produit, mais au sens littéral du terme, pas juste donner de l'animation ou autre, c'est vraiment une mise en vie de ton produit et c'est celui-ci qui va venir toucher ton utilisateur. Et donc par le produit et donc par le design, à mon sens, on va aller chercher de la relation et c'est en tout cas un des prismes, je pense, assez important pour les médias, c'est d'aller au contact du lecteur. Bien sûr, ouais. Par tous les biais. Si ça se trouve, on sera même plus... je pense qu'on fera plus des sites web pour faire du site web, bien sûr. On sera vraiment dans des notions de relations, de plateformes. Conversation potentiellement. Conversation, du dialogue, peut-être même du partage, de la formation. Je pense qu'il faut que clairement le média s'ouvre. Et c'est pas que pour faire de la recherche de revenus. Finalement, c'est du revenu additionnel, bien sûr. Oui, encore, pas forcément, mais en tout cas, ça peut être une source de revenus. Mais je pense que c'est aussi c'est cette relation à l'humain qu'on va développer. Ça tombe bien.
c'est dans l'ADN de la Croix. Donc pour nous, je dis pas que c'est simple, ça ne le sera pas, mais ça sera en tout cas une extension très nette de la ligne éditoriale du journal. Donc je pense que ça va être une démarche qui va être assez naturelle pour nous. J'espère qu'on y arrivera. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est pas, on ne va pas se tordre. C'est sûr que les usages ont évolué et évoluent déjà, donc forcément le matériel, le canal va évoluer. Ouais. Et donc après, je pense que l'IA, on ne va pas y couper. C'est un game changer énorme. On commence tout juste. Nous, on n'y est pas encore complètement. Hein. On va commencer à mettre des choses en place. Après, je pense qu'il faut faire très attention. Je pense qu'on a besoin de garder de l'authenticité dans le produit, dans le contenu qu'on diffuse. Donc ça va être je pense que ça va être un accélérateur d'accès où il va falloir repenser des parcours, parfois même peut-être des modes de lecture, donc des formats. Mais en tout cas, ce qui est sûr, il ne faudra pas dénaturer le contenu, ça c'est très clair. Et après, ça va être un accompagnateur, mais je ne pense pas que ça puisse être... Enfin, en tout cas, je pense que la qualité du contenu doit rester au centre de notre préoccupation. Enfin, que ce soit d'un point de vue éthique, mais aussi pour le respect du lecteur et ce qu'on leur diffuse. Voilà, globalement, je pense que c'est à peu près ça, nos grands enjeux. Non, mais écoute, ça paraît super clair et c'est vrai que ça va être le sujet et on voit que c'est le début de quelque chose. Après, j'avoue qu'on n'a pas de boule de cristal sur le domaine de l'IA, c'est complexe. Ce qui est sûr, c'est que ça va très vite. Mais je pense aussi que tout l'intérêt de l'agilité et finalement de la méthode product, c'est que rester dans un mode, ça va nous permettre aussi d'aller prendre aussi toute cette matière première et qu'on va pouvoir aussi très rapidement analyser des choses. Et ça, c'est le côté positif. Enfin, tu vois, on en parlait côté product. Venir implémenter du coup de l'IA sur les analyses, sur la recherche ou des choses comme ça, ça va être un amplificateur fou pour nous. Enfin, je pense que ça va être génial. Oui, non, mais bien sûr. Donc voilà, je sais pas, je pense que pour résumer, je dirais que le futur du produit dans les médias, c'est pas juste plus de techno ou plus de performance, mais c'est la capacité à créer des expériences que je pense utiles, fiables et désirables. Et dans un monde où l'attention est rare et la confiance encore plus, pour les médias, c'est quand même très particulier et principalement pour la presse. Et je pense que ce qui est vrai pour la Croix et où notre enjeu n'est pas seulement d'être juste lu ou d'être utile, mais c'est dans la capacité à faire comprendre le monde. Voilà. Ça, c'est pour moi un des points fondamentaux. Et on finit sur les valeurs de l'entreprise, c'est top. Merci Aurore pour cet échange. Et écoutez, regardez ce que fait la Croix et vous aurez aussi les réponses réelles à tout le message qui a été véhiculé à l'instant. En tout cas, merci pour toutes tes explications. Merci pour votre accueil. Avec plaisir. De même. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!